Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 15 novembre. Tous nos vœux à Valentin, premier bébé né après une sélection génétique, c'est l'application en France du diagnostic pré-implantatoire. 4 milliards de francs d'ici 2004, c'est le choix du ministre Jack Lang pour appliquer un plan pluriannuel prévoyant entre autres 185 000 recrutements d'enseignants. Le rapport de Louis Mermaz sur les conditions faites aux étrangers dans les centres de rétention est implacable. C'est l'horreur de notre République, écrit l'ancien ministre. Enquête dans cette édition. Manque de concurrence dans le secteur de la distribution automobile. La Commission européenne critique la part belle faite aux concessionnaires de marque. Une semaine de sensibilisation pour l'emploi des handicapés. Reportage dans ce journal sur une entreprise qui bénéficie de leurs compétences. Et puis ce soir sur France 2, le deuxième épisode du film La Bascule, l'histoire d'une femme handicapée, suivi d'un Ça se discute intitulé Handicap, peut-on donner la vie? Théâtre, Victor Lanoux incarne Staline, mettant sous la contrainte Prokofiev et Shostakovich. Valentin est né lundi à l'hôpital Antoine Béclère à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. C'est un enfant prématuré, mais il va bien. D'autant qu'il est indemne d'une maladie génétique incurable dont il était menacé. Valentin, c'est le premier bébé né en France après une sélection génétique. Il a donc fait l'objet d'un diagnostic pré-implantatoire réservé à la détection de maladies particulièrement graves. Sa conception a été l'objet de toutes les attentions, comme le racontent maintenant Jean-Daniel Flezaquier et Christian Leroux. Ce sont en quelque sorte les parents du petit Valentin, le premier bébé né en France grâce au diagnostic pré-implantatoire. Ces chercheurs ont en effet mis au point le test qui a permis à une famille qui avait déjà perdu 2 garçons et une fille de pouvoir mettre au monde un enfant indemne d'une maladie rare. Une affection qui provoque l'intoxication de l'organisme par l'ammoniac qu'il devrait éliminer. Pour en arriver là, on a prélevé chez la maman des ovocytes, que l'on a fécondés artificiellement en laboratoire avec les spermatozoïdes du papa. Puis au 3e jour du développement des embryons, on a prélevé sur chacun d'eux une cellule. On a alors vérifié si la cellule était porteuse de l'anomalie ou si elle était saine. 3 embryons ont été déclarés aptes pour le service et réimplantés chez la maman. Un enfant est né. Cette naissance est une très grande joie car c'est la première fois que nous pouvons proposer un test prénatal très précoce. Et donc éviter à des couples des semaines d'attente avant le verdict qui parfois se solde par une nouvelle interruption médicale de grossesse. Autorisé en France depuis l'été 99, le diagnostic préimplantatoire devrait permettre à de nombreux couples porteurs de gènes anormaux d'échapper aux conséquences physiques et psychologiques des avortements tardifs. En première précision, Jean-Daniel Flezaquier, c'est une réussite qui est due à l'INSERM, mais aussi en grande partie à votre argent, à l'argent du Téléthon. Mais alors c'est une réussite qui engendre évidemment des questions, je pense à l'eugénisme. C'est vrai qu'il y a toujours, je dirais potentiellement un risque de dérive, mais je crois que cette technique est suffisamment compliquée et la loi est suffisamment sévère en France pour qu'on puisse être rassuré. La loi d'abord ne permet de ce type de méthode que dans le cas de maladies génétiques graves incurables. Donc il ne s'agit pas d'ouvrir ça au choix du sexe, la couleur des cheveux et autres fantasmes qui nourrissent notre quotidien. La deuxième chose, c'est que c'est une technique très lourde, puisque chez un couple normalement fécond, on va quand même réaliser une fécondation en laboratoire. C'est déjà difficile. Ensuite, on va réimplanter cet œuf dans l'utérus de la mère. Et là, il faut savoir que la probabilité de grossesse est inférieure à 50%, bien moindre que lorsqu'on conçoit un enfant de façon normale. Donc, on met je dirais, tous les handicaps de son côté pour arriver néanmoins à une superbe prouesse technique, puisqu'on a pu, à partir d'une seule cellule, faire un diagnostic, là où avant il fallait attendre que la femme soit enceinte de 14 à 15 semaines, c'est-à-dire 4 mois de grossesse, prélever des millions de cellules, et puis surtout, si le résultat malheureusement était positif, à 4 mois, proposer à ces femmes ce qu'on appelle pudiquement une interruption médicale de grossesse, plus simplement un avortement. Donc on est face là à une technique qui va probablement, lorsqu'on arrivera à la faire facilement, et c'est très dur à faire, mais lorsqu'on arrivera à la faire parfaitement, va permettre à un certain nombre de couples d'échapper à ces cauchemars. Merci Jean-Daniel. Et puis je vous signale ce livre de Caroline Glorion, édité aux éditions Les Arènes, La course folle. Les généticiens parlent, il y a notamment Arnold Munich qui s'exprime, et c'est tout à fait passionnant sur cette course engagée, effectivement. Merci. Jack Lang, le ministre de l'Éducation, présentait aujourd'hui un plan pluriannuel pour l'emploi dans l'éducation nationale, un acte politique manifestant sa foi dans le service public qui coûtera quand même 4 milliards de francs d'ici 2004. Les recrutements d'enseignants doivent compenser un très grand nombre de départs en retraite. Explications et réactions syndicales avec Hélène Hugues et Bernard Appey.
à la loi d'orientation. Depuis 6 ans, l'éducation nationale avait gelé, voire supprimé des emplois. Changement de cap aujourd'hui, non seulement elle en crée dès l'an prochain, mais aussi pour les 2 années qui suivent. Au total, d'ici à 2003, 33 200 postes d'enseignants et de non-enseignants seront créés, essentiellement dans le secondaire. Aux créations d'emplois s'ajoute une programmation des recrutements. D'ici 10 ans, la moitié du corps enseignant partira en retraite. 185 000 nouveaux professeurs seront recrutés au cours des 5 prochaines années. Nous devons à la fois prévoir, programmer le renouvellement des générations, dès maintenant, l'organiser, mais en même temps, nous devons créer des moyens supplémentaires, à la fois pour résorber les inégalités géographiques et sociales, c'est l'exigence d'égalité, et en même temps pour améliorer notre éducation nationale, c'est l'exigence de qualité. Les syndicats enseignants réclamaient ce plan de programmation depuis des mois. Leur appréciation aujourd'hui, bien, mais peut mieux faire. Ce n'est pas une addition de chiffres qui fait une politique. Une politique se définit avant et ensuite on décline les moyens, les besoins et les moyens qui sont nécessaires pour mettre en œuvre cette politique. Le dégagement de moyens en soi n'a pas d'intérêt si on ne les met pas au service d'amélioration qualitative du système éducatif. Reste à répartir ces moyens nouveaux, discipline par discipline. Les syndicats enseignants auront leur mot à dire. On examinait également aujourd'hui en Conseil des ministres le projet de loi de finances rectificative. Laurent Fabius n'est pas satisfait en matière de réduction du déficit budgétaire. Nous avons encore des progrès à accomplir, dit-il. Le déficit pour l'année 2000 est fixé à 209 500 millions de francs, ce qui est supérieur aux prévisions. Et c'est bien ce qui provoque un débat plutôt vif entre majorité et opposition, mais également au sein de la gauche. Reportage David Bohéry, Philippe Boissry et Nathalie Gallet. Seule, Florence Parly doit présenter la copie du gouvernement. Exercice délicat pour la secrétaire d'État au budget, le déficit reste plus important que prévu. 210 milliards de francs cette année, alors que le gouvernement s'était fixé comme objectif de passer sous la barre des 200 milliards. Ce qui reste valable, c'est notre objectif de réduction des déficits. Vous vous souvenez qu'en 1997, notre déficit public représentait 3,5% du PIB. En 2001, il sera ramené à 1% du PIB. La réduction des déficits sera donc visible l'année prochaine. En juillet dernier, Laurent Fabius annonçait pourtant un effort dès l'an 2000, mais entre-temps, il a fallu financer la suppression de la vignette auto et la réduction des taxes sur les produits pétroliers. Aujourd'hui, le ministre de l'économie regrette de ne pas pouvoir faire plus. Je pense pour ma part que nous devons essayer d'avoir toujours plus de réduction de déficit, car il faut un jour ou l'autre payer le déficit qui augmente l'endettement. En attendant, le gouvernement a privilégié cette année les baisses d'impôts et les dépenses supplémentaires. Une répartition des fruits de la croissance très critiquée par l'opposition. On pensait que M. Fabius allait donner une teinture libérale à un gouvernement qui était socialiste. Certains, peu avertis, ont pu se poser la question pendant quelques temps. Ben, la réponse, elle est là. En fait, nous avons un budget qui est tout à fait dans la tradition socialiste. À Bercy, en tout cas, l'année fiscale n'est pas encore terminée. D'ici le 31 décembre, il faudra financer le plan vache folle. Autre dépense éventuelle, un possible coup de pouce au salaire de la fonction publique. Certains ministres le réclament, la question au sein du gouvernement n'est pas encore tranchée. Désormais simple député, Jean-Pierre Chevènement a frappé fort hier soir lors d'une réunion publique à Paris, dénonçant le vice originel du processus de Matignon concernant la Corse et estimant que le gouvernement avait viré de bord dans une démarche, dit-il, d'une opacité totale. Vous voyez le reportage de Thierry Clopeau et Joseph Bachtik. Qu'on ne s'y trompe pas, la mutualité, Jean-Pierre Chevènement a chanté, mais il a surtout fustigé tous les protagonistes des accords de Matignon. Premier visé, son ami de 30 ans, Lionel Jospin, suspecté d'arrière-pensée électorale au moment des négociations avec les élus nationalistes. Et 5 à s'abstenir. Chacun comprend que l'engagement pris par Lionel Jospin ne l'a pas été par le Premier ministre, s'agissant de la révision constitutionnelle. Cet engagement a été pris par le candidat à l'élection présidentielle. C'est l'évidence, hein. L'ancien ministre de l'Intérieur n'a épargné personne, ni Jacques Chirac, accusé d'être aux abonnés absents dans ce dossier, ni le gouvernement qui s'est mis à la table des négociations avec des indépendantistes qui n'ont pas renoncé à la violence. Devant 1 millier de sympathisants de gauche, mais aussi de droite, le député de Belfort, en verve présidentielle, a affirmé que la République était en danger.
c'est un processus dangereux. C'est une bombe à retardement dont le minuteur est programmé sur 2004. Vive la Corse! La charge chevènementiste n'a pas ébranlé la gauche plurielle. François Hollande a balayé l'hypothèse d'un quelconque intérêt électoraliste du Premier ministre et les socialistes ont rectifié le tir. Il ne faut pas qu'il devienne injuste. Il ne faut pas qu'il devienne injuste et inexact. Donc le dossier Corse est compliqué. Pour les partisans de droite du plan Jospin, Jean-Pierre Chevènement a avant tout des visées électorales. Jean-Pierre Chevènement aujourd'hui a pris une posture de candidat aux élections présidentielles qui vise à ratisser à gauche, à ratisser à droite. Et je crois que les préoccupations républicaines aujourd'hui, manifestement, ne sont pas son premier objectif. L'ancien ministre de l'Intérieur compte bien dans les prochaines semaines rééditer ce genre de meeting, une façon pour lui de faire pression sur le gouvernement, alors que dès demain, Daniel Vaillant, son successeur à l'Intérieur, fera aux élus insulaires une dernière lecture du texte sur la Corse, présenté en décembre en Conseil des ministres. Mais les détenus nationalistes corses auraient-ils trouvé la faille dans l'organisation pénitentiaire? Incarcérés dans plusieurs prisons, leurs cellules viennent d'être fouillées après la découverte de téléphones portables. Enquête Stéphane Bretner avec Aurélie Legrand. 4 téléphones portables saisis à Nanterre en 6 mois. Là, c'est un chargeur. Pour qu'ils arrivent au destinataire, tous les moyens sont bons, y compris dans un filet à pommes de terre par-dessus les murs d'enceinte. Des saisies de plus en plus courantes qui posent de réels problèmes de sécurité à l'intérieur des prisons. Hier, à Osny, les policiers ont perquisitionné la cellule d'Alain Ferrandi, chef du commando présumé responsable de l'assassinat du préfet Rignac. Ils y ont trouvé un téléphone, une puce et un chargeur cachés dans un poste de radio. Il l'a probablement obtenu d'un autre détenu. Cet été, à Fleury-Mérogis, la cellule de Charles Pierry, ancien responsable du FLNC, a été fouillée sans succès. Les portables circulent de plus en plus souvent dans les couloirs, inquiétude. On puisse préparer une tentative d'évasion par voie de prison depuis mon établissement, ça me dérange fortement. Qu'on puisse continuer à organiser du trafic de stupéfiants à partir de l'établissement, je crois que c'est quand même très dérangeant, parce qu'effectivement la mission du service public, c'est quand même une mission aussi de protection de la société. Malgré les mesures de sécurité, les détecteurs de métaux, les portables comme la drogue passent entre les mailles du filet. Complicité extérieure, on pense d'abord aux avocats protégés par le secret professionnel. Les incidents à ce sujet par rapport à une population, et là je parle pour Paris, de 15 000 avocats, c'est vraiment à la marge, à la périphérie, ce sont des incidents complètement isolés. Les surveillants sont aussi montrés du doigt. Récemment, 2 d'entre eux ont été mis en examen pour trafic de portables à Fleury-Mérogis. Pour certains syndicats de surveillance, ces problèmes viennent surtout d'un manque de contrôle des intervenants extérieurs des prisons. Quand une personne rentre dans un établissement pénitentiaire, la sacoche qui l'accompagne n'est pas fouillée. Elle passe sous le portique, mais quand il n'y a pas de contrôle X, on ne peut pas s'assurer de ce qu'il y a véritablement dans la sacoche. Dans toutes ces affaires, ce sont surtout les puces, plus facilement dissimulables, qui entrent en quantité. Les téléphones, eux, passent de cellule en cellule. L'ancien ministre et président de l'Assemblée nationale, Louis Mermaz, vient de rédiger un rapport sur les conditions dans lesquelles les étrangers ne pouvant entrer en France sont retenus dans des zones dites d'attente ou encore centres de rétention. Monsieur Mermaz raconte des locaux sinistres, des conditions inhumaines, des geôles indignes, ajoutant que tout cela est l'horreur de notre République. Il a pu enquêter librement. Nous n'avions évidemment pas les mêmes autorisations, mais cependant, Dorothée Cochard, Abdel Zouiwesh et Thierry Breton rapportent des images d'un centre à Vincennes, présenté celui-là officiellement, et puis d'un autre, tourné en caméra cachée. Les constats ne sont évidemment pas les mêmes. Un centre de rétention, c'est cela. Un lieu où les sans-papiers attendent un jugement, une reconduite à la frontière, 1 jour, 2 jours, 12 parfois. C'est insupportable. Pour quelqu'un qui n'a jamais été arrêté, c'est vraiment insupportable. Pourtant, ce centre-là est l'un des locaux de rétention les plus récents et les plus présentables. Literie propre, douche, promenade. Ce que la police montre lorsqu'elle souhaite communiquer. La réalité des autres, et ils sont plus d'1 centaine en France, est toute différente. C'est ce que dénonce aujourd'hui à l'Assemblée nationale le député Louis Mermaz. Un banc pour 7-8 personnes retenues, de l'eau sur les carrelages qui sort des sanitaires, ce n'est pas possible, et des gens qui sont dans un état de déshérence matérielle et morale qui n'est pas digne de notre République. Pour ces centres-là, nous n'avons pas reçu l'autorisation de filmer.
C'est donc en caméra cachée que nous avons tourné ces images. Nous avons pu parvenir jusqu'au parloir et rencontrer des détenus. Ils sont 1000 à passer ici chaque année. Tous se plaignent des conditions sanitaires. C'est normal. C'est pas comme ça. Et on n'est pas là pour faire le ménage, nous. Hein. Mais on oui, est là pour mais il faire, faut embaucher quelqu'un. pour vous garder. Faut faire quelqu'un. Ah, ben ça, vous vous adressez au ministère de l'Intérieur. 90% des centres ressemblent à celui-ci. Locaux de fortune où les moyens font défaut. Les policiers eux-mêmes en conviennent. Ils vont enlever ce qui est ça, là. Non, c'est inhumain là-dedans, ça, je suis d'accord avec vous. Hein, mais bon. Il existe pourtant des normes européennes, des recommandations établies par le comité de prévention de la torture. Des recommandations qui, dans ces centres, ne sont manifestement pas respectées. On constate qu'il n'y a pas de cours de promenade, qu'il n'y a pas de petit déjeuner assuré le matin, que le personnel d'encadrement est du personnel policier alors que cela devrait être un personnel spécialisé. Le paradoxe, c'est que dans une prison, il y a des normes de droit qui doivent être respectées. Dans un centre de rétention, il n'y a aucune norme et à partir de là, nous sommes dans une zone d'ombre du droit. Dans son rapport, Louis Mermaz fait 3 recommandations essentielles. D'abord, engager un plan de rénovation des structures. Ensuite, encourager la présence d'observateurs extérieurs. Enfin, que ces réformes soient accomplies dans les délais les plus brefs. Et c'est là la véritable question, la volonté politique du gouvernement. Il y a 3 ans, un rapport était remis à Jean-Pierre Chevènement, le rapport Karsanti. Lui aussi décrivait la médiocrité des conditions sanitaires. Lui aussi demandait des réformes urgentes. Ces propositions sont restées lettres mortes. Obsèques cet après-midi à Courcouronnes, dans l'Essonne, du garçon de 14 ans, Romuald, tué par arme à feu. C'était le 8 novembre dernier. Cérémonie très simple, mais pleine d'émotions en présence de très nombreux jeunes. L'enquête de police, pour l'instant, n'est pas achevée. Reportage Patrick Fandiot avec Sylvain Daubin. L'ultime marche. Derrière le sourire de Romuald, la douleur de sa famille. Celle des proches parents qui l'accompagnent cet après-midi au cimetière municipal. Il y a là des copains du foot, les camarades du collège, quelques élus, des voisins, des anonymes. Près de 600 personnes pour un dernier hommage à l'adolescent de 14 ans abattu il y a une semaine par d'autres jeunes. Victime par hasard parce qu'il passait par là. Victime d'un règlement de compte qui ne le concernait pas. Cérémonie sobre et digne, comme l'a souhaité sa mère. On y a beaucoup parlé de violence, mais on a surtout écrit sur la tolérance et l'amour. J'ai mis un mot en portugais, amote para sempre. Qui veut dire? Je t'aimerai pour toujours. Chacun sait ici que tous les assassins n'ont toujours pas été retrouvés. Seuls 2 mineurs de 17 et 13 ans sont mis en examen pour assassinat. 2 jeunes issus de la cité voisine et rivale des Honnêtes, à Évry. Romuald, ses parents ne le verront jamais plus. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire à ces criminels. Parce qu'ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom. Pour moi, ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de... C'est pas des êtres humains, ce sont des chiens d'attaque. Pour moi, ce sont des chiens d'attaque, ni plus ni moins. La police, qui patrouille sans arrêt dans le secteur, recherche encore au moins 2 jeunes. Ceux qui ont été arrêtés n'ont pas avoué et les enquêteurs doivent encore recouper plusieurs dizaines de témoignages. Une explosion il y a quelques dizaines de minutes, porte de Clignancourt, explosion d'une canalisation de chauffage urbain à porte de Clignancourt à Paris. 4 personnes auraient été ensevelies. Loïc Delamornay, vous êtes sur place. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette explosion? Oui Claude, alors pour l'instant le bilan est encore provisoire. On dénombre malheureusement 4 morts et 8 blessés. D'autres personnes sont sans doute encore ensevelies sous les décombres. Tout ce que l'on sait, c'est qu'une équipe de maintenance était en train de travailler sur une conduite de chauffage urbain. Cette conduite a explosé près d'une école, plus exactement place de Clignancourt. Pour l'instant, tout le secteur autour de la porte Clignancourt est bouclé. On voit beaucoup de pompiers, beaucoup de camions de pompiers, beaucoup de policiers. Pour l'instant, tout le boulevard Ney et la Guinée sont intégralement bloqués. Le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, est en train de se rendre sur place, accompagné du préfet de police, Philippe. Nous n'avons pas plus de précisions sur la cause exacte de cette explosion, ni sur l'ordre qui s'est, comme vous l'avez dit, produit il y a environ une demi-heure. Merci Loïc. Donc je rappelle l'explosion d'une canalisation de chauffage urbain, porte de Clignancourt à Paris. 4 personnes auraient été tuées, 8 autres grièvement blessées, peut-être d'autres personnes ensevelies.
Des milliers de personnes se sont rassemblées ce matin à Tel Aviv, en Israël, pour rendre un dernier hommage à Léa Rabin, hommage sur la place qui porte le nom de son mari, assassiné il y a tout juste 5 ans, c'était le 4 novembre 1995. Elle a tellement fait pour la paix, disait-on ce matin en Israël. Léa Rabin a été inhumée dans le cimetière du Mont Herzl à Jérusalem cet après-midi en présence de M. Ehud Barak, de Mme Clinton, ainsi que de M. Shimon Peres. Les violences entre Palestiniens et armées israéliennes n'ont pas cessé, bien au contraire. 8 Palestiniens auraient été tués dans cette seule journée de mercredi. Ce 15 novembre marquait le 12e anniversaire de la proclamation à Alger d'un État palestinien en exil. M. Arafat a tout à la fois lancé un appel à l'arrêt des tirs palestiniens contre des cibles israéliennes, mais également estimé que la proclamation de l'État palestinien était très proche. À Ramallah, où se trouvaient aujourd'hui nos envoyés spéciaux, Alain Chalvron et Patrick Voix, les affrontements ont redoublé d'intensité. C'est la fête ce soir à Ramallah, la fête nationale. On commémore en fait le 15 novembre 1988, date où fut proclamé symboliquement l'État palestinien à Alger. Cet État reste toujours symbolique, le Conseil national a renoncé une fois de plus à le proclamer aujourd'hui, mais pour les jeunes de Ramallah, c'est tout comme. Nous continuerons notre combat jusqu'au bout, l'indépendance de la Palestine. Ce combat, Saber, 15 ans, l'a payé de sa vie. Et en ce jour de fête nationale, c'est tout Ramallah, miliciens en tête, qui participent à ces funérailles, transformées en manifestation politique en présence du jeune chef du Fatah pour la Cisjordanie. J'espère que le peuple israélien va comprendre, en ce jour particulier, que le peuple palestinien ne veut plus vivre sous occupation. Le moment est venu de mettre fin à cette occupation israélienne. C'en est assez, assez, assez. Après les funérailles, l'intifada reprend, non loin de là, au carrefour d'Ayosh. D'autant plus violente que la nouvelle vient de tomber que 15 responsables du Fatah ont été arrêtés par les Israéliens en Cisjordanie. Les soldats de Tsahal, eux aussi, sont nerveux après la mort de 2 de leurs camarades avant-hier. Et lorsque des tirs de Kalachnikov partent de cet immeuble, la réponse est fulgurante. Alarme lourde. Pendant 5 minutes, un tir ininterrompu croisé. Bilan de cette journée de l'indépendance, 8 morts du côté palestinien. Les Palestiniens ont renoncé pour le moment à déclarer leur État sur le tapis vert du Conseil national palestinien. Mais ils n'ont pas renoncé à l'obtenir par les pierres et même de plus en plus par le fusil. Aux États-Unis, de décompte manuel des votes électoraux arrêtés, puis reportés, en recours judiciaire à la Cour suprême locale de Floride, on pourrait s'y perdre. Le candidat George Bush mènerait de 300 voix, mais tout n'est pas fini. Des plaintes sont en cours. Le président Bill Clinton s'est cependant voulu rassurant. Il était aujourd'hui au sultanat de Brunei en compagnie du russe Vladimir Poutine et du chinois Yang Zemin, au Forum économique Asie-Pacifique. Aucune raison de s'inquiéter, a dit M. Clinton. M. Gore ou M. Bush sont d'accord pour garder aux États-Unis un rôle fort dans l'économie mondiale. En Algérie, hier soir, c'était l'événement à Alger avec un concert inédit, celui de Khaled. 10 000 jeunes pour apprécier le chanteur, mais également pour faire quelques remarques. Reportage de nos envoyés spéciaux Agnès Varamian avec Philippe Jasselin. Ils sont nés, le chanteur Khaled quittait l'Algérie. Ils ont grandi avec sa voix, sans jamais le voir. Yassine, Mohamed, Hamza ont entre 15 et 20 ans et bricolent aujourd'hui du rap, du hip-hop et bien sûr du rail. Que Khaled n'ait pas chanté en Algérie parce qu'on ne chante pas sur du sang, ces jeunes le comprennent bien. Qu'il soit parti, un peu moins. Il a eu raison de craindre pour sa vie, mais tout le monde a peur, tout le monde veut réussir sa carrière. Alors il aurait dû affronter la situation comme nous les jeunes, on a affronté les assassinats et les bombes. Alors, ce n'est pas seulement pour Khaled, mais aussi par soif de musique, de divertissement, et alors que les concerts sont rares à Alger, que 10 000 personnes avaient rempli cette salle. Khaled, le provocateur gentil qui chante l'amour, la fête, à la réputation sulfureuse. Dans le public, des filles aussi, le plus souvent accompagnées par des parents venus voir l'enfant du pays. Il est généreux, il est gentil. Et puisqu'il veut faire du bien aux autres, pourquoi ne pas l'aimer ?
Le concert, impossible encore il y a 3 ou 4 ans, a été monté en 3 mois. Et aucun parti politique, même islamiste, n'a critiqué la venue de Khaled. Khaled l'Algérien, superstar et surprotégé, comme une perle de fierté, d'espoir pour la jeunesse et qui a promis de revenir. Le secteur de la vente automobile n'est pas suffisamment ouvert à la concurrence. C'est la remarque de la Commission européenne, mettant en cause les concessionnaires automobiles qui imposent trop souvent leurs lois aux consommateurs. Un système qui pourrait bien être réformé d'ici 2 ans. Enquête Luc Bazizin et Joseph Bachtik. Il a tout observé à la loupe. Cet homme, Mario Monti, commissaire européen à la concurrence, vient de rendre son rapport sur la vente automobile. Pour lui, pas de doute, les acheteurs de voitures sont pieds et poings liés avec un seul mode de distribution. Pas facile, par exemple, d'acheter un modèle dans un autre État membre et pourtant l'écart de prix peut varier de 30%. Il épingle aussi les concessionnaires qui se réservent de façon exclusive une région et un service après-vente. Des observations qui dérangent les professionnels de l'automobile. Je suis très surpris de cette nouvelle position. Je ne vois pas en quoi la distribution et l'automobile ont été tellement modifiés de façon à ce qu'on remette en cause ce qui était valable depuis 15 ans. En fait, depuis 15 ans, les concessionnaires sont essentiellement monomarques. Voitures à succès ou flop commercial, ils doivent donc vendre tous les modèles d'une même marque, ce qui a un impact sur les prix. Si on oblige un concessionnaire, comme c'est le cas aujourd'hui, à vendre des véhicules difficilement vendables, il va sacrifier sa marge. Il va bien falloir qu'il la récupère ailleurs, il va la récupérer sur les véhicules qui se vendent plus facilement. Donc il est obligé de maintenir des prix artificiellement élevés. Des concessions multimarques supprimeraient cet effet de levier et accentueraient la concurrence. En fait, le règlement sur la distribution actuelle arrivera à expiration en septembre 2002. D'ici là, Bruxelles pourrait favoriser des pratiques nouvelles comme la vente automobile dans les grandes surfaces et l'Internet encore balbutiant. Voyons qu'ici en France, le taux de connectivité reste toujours faible. Nous, on est là pour créer une place sur le marché et ensuite, par l'avenir, on va voir que ça donne. Car à votre service, bonjour. L'automobile devient de plus en plus accessoire dans des forfaits comprenant aussi l'assurance, l'entretien et le financement. Une tendance qui devrait à l'avenir élargir à d'autres professions que celle des concessionnaires, la distribution automobile. Lionel Jospin recevait aujourd'hui les organisations syndicales agricoles, FNSEA de l'Aiguillot et CNJA. Vendredi, ce sera le tour de la Confédération paysanne. Il s'agit de mettre au point le soutien aux filières bovines et avicoles après la décision de retrait des farines animales dans l'élevage. Lionel Jospin doit faire une annonce en ce sens dès lundi. Et puis d'autre part, Jean Glavany a annoncé une mission de développement sur l'agriculture biologique. L'interdiction des farines animales était déjà en vigueur depuis 5 ans dans les élevages aquacoles. L'alimentation des poissons était donc réglementée, ce qui a conduit à utiliser d'autres farines. Reportage d'Olivier Théron et Frédéric Cerulli dans une ferme aquacole à Cannes, produisant des loups, des dorades, environ 500 tonnes de poissons par an. Ils se présentent comme les paysans de la mer. Dans ces fermes aquacoles, ils élèvent des dorades ou des loups. La technique est récente, elle n'a que 15 ans. Elle a pu donc bénéficier dès sa mise en place de toutes les avancées scientifiques en matière de veille sanitaire. Nous sommes suivis par des vétérinaires qui assurent le suivi sanitaire de nos fermes. La direction des services vétérinaires départementaux assure également le contrôle du produit fini. Et tous nos fournisseurs d'aliments sont également contrôlés, bien entendu, par la DSV, la direction des services vétérinaires, et également par nous-mêmes. Les poissons, élevés en pleine mer, dans ces enclos flottants, sont nourris avec des granulés. Jusqu'en 1995, les farines d'animaux terrestres entraient dans la composition des aliments. Mais depuis les premières alertes de vaches folles, les aquaculteurs ont décidé de s'en tenir au biologiquement correct. Cet aliment est obtenu par pression de produits de poisson, donc de poissons de pêche, essentiellement du caplan ou des produits comme ça, de l'huile de poisson, donc aussi riche en oméga 3, et des céréales et oléagineux. Et l'ensemble des céréales et oléagineux sont issus de l'agriculture biologique. La totalité des aquaculteurs français fonctionne sur le même modèle. Granules de poisson, mais pas farine de viande. Il n'y a donc aucun risque de transmission aux poissons de l'agent de la vache folle. En respectant des normes strictes de qualité et de traçabilité sur l'ensemble de la production, les aquaculteurs espèrent même doper leur vente, le malheur du bœuf pour le bonheur de la dorade.
Jusqu'au 19 novembre, une semaine nationale pour l'emploi des handicapés est organisée afin d'attirer l'attention des entreprises. L'emploi des personnes handicapées n'atteint pas en France le quota fixé pourtant par la loi de 1987, 6% dans les entreprises de plus de 20 salariés. Beaucoup trop d'entreprises préfèrent payer une sorte de pénalité. Et pourtant, le handicap n'exclut pas l'intégration dans l'entreprise, comme le démontre le reportage de Raphaël D et Abdez Ouiwesh à Béton, près de Rennes. Michel est orthodontiste, il fabrique les appareils dentaires. Dans cette entreprise, il est un salarié comme les autres. Et pourtant, il est handicapé à 40%. Un accident de travail il y a 7 ans, alors qu'il était maçon, lui a laissé une hernie discale paralysante. Mon handicap, c'est un problème de dos, de position assise ou position debout, longue durée, qui est pénible, assise aussi, et problème de port de charge. Des aménagements ont été faits, un plan de travail surélevé et un siège spécial permettant une assise verticale, moins pénible pour le dos. Mais Michel n'est pas le seul. Ici, sur 20 salariés, 5 sont reconnus personnes handicapées, une politique d'embauche revendiquée. Quand on regarde une entreprise qui a au moins 4, 5, 6 postes très différents, eh bien je suis quasiment certain qu'il y a forcément des types de handicap qui vont s'adapter à ce poste. Et si toutefois ils ne s'adaptent pas à 100%, je vous dis l'adaptation du poste, quelquefois, va permettre donc une vraie possibilité. Une possibilité que Michel était bien content de trouver après plusieurs recherches d'emploi infructueuses. Quand on parle handicapé, tout de suite, un chef d'entreprise, si on ne le voit pas, si on l'a que par téléphone ou que par écrit, pour lui, un handicapé, c'est tout de suite une personne qui n'est plus trop valide, qui est en fauteuil, et c'est vu de ce côté-là, quoi. L'exemple de Michel a été possible grâce à une association comme celle-ci, l'ADAPT. Son but est d'offrir des formations aux personnes handicapées et de les mettre en relation avec les employeurs. Ce type d'association, il n'en existe qu'une dizaine en France. À l'heure actuelle, seulement un tiers des entreprises embauchent des handicapés. En France, ils sont 170 000 à être inscrits à la NPE. Ce soir, France 2 vous proposera une soirée où il sera largement question du handicap, avec tout d'abord un deuxième épisode du remarquable film La Bascule, l'histoire d'une jeune femme handicapée qui veut devenir maman. Et puis l'émission Ça se discute de Jean-Luc Delarue, intitulée Handicap, comment donner la vie. Du sport avec du tennis, le tournoi de Paris-Bercy, 2 Français éliminés, Julien Bouter par Patrick Rafter et Stéphane Huet par l'Américain Gambil. Et puis en ce moment même, Arnaud Clément est opposé à l'Espagnol Alex Corretja et ils en sont à un set partout. La voile, après 5 journées de mer en tête de la course autour du monde de Michel Desjoyaux, il a dépassé Yves Parlier, ça se passe au large des Canaries. Abandon en revanche du Belge Patrick de Radigues. Après un incident, il est allé s'échouer sur une plage portugaise. Le rugby avec la composition de l'équipe de France qui affrontera samedi les All Blacks à Marseille, et ça sera en direction France 2. Je vous laisse découvrir les avants et les arrières. Retour de Bernard Sals et de Peter De Villiers. Et puis le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille pourrait bien être Luis Fernandez. C'est pas fait, mais on n'est pas loin d'un accord, dit-on ce soir à Marseille. La nomination à la tête du Centre dramatique national des Tréteaux de France de Marcel Maréchal. Marcel Maréchal succédera ainsi au fondateur des Tréteaux de France, Jean Danet. À Paris, au théâtre Sylvia Montfort, jusqu'au 6 janvier, Victor Lanoux incarne Staline. Le dictateur, en janvier 48, veut mettre au pas les 2 grands musiciens Prokofiev et Shostakovich. Il les convoque une nuit au Kremlin. La pièce s'intitule Staline Mélodie. L'interprétation de Victor Lanoux d'un Staline malin, cultivé, est étonnante, comme le rapportent maintenant Michel Strulovici et Julien Tria. Victor Lanoux ou Staline ? Un Staline triomphant, héros de la Seconde Guerre mondiale. Un Staline qui a mis au pas l'ensemble de la société. C'est un dictateur complexe et fin, d'autant plus terrifiant, que Victor Lanoux a choisi d'incarner. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer un personnage plutôt jovial, gai, d'apparence en tout cas. C'est sûr qu'il avait ses démons, mais... Et puis, essayer de faire ressortir aussi quelques traits comme ça de ce qui le hantait, notamment son éducation religieuse qui a été dans sa vie très importante. Dans les sous-sols du Kremlin, Staline et son âme damnée, Jdanov, tentent d'imposer aux 2 artistes, Prokofiev et Shostakovich, une nouvelle manière de composer. Mes enfants, c'est pas mal.
C'est une histoire assez incroyable parce que c'est vrai que vouloir plier la musique à un enjeu politique et vouloir faire que des compositeurs aussi prestigieux, surtout Prokofiev, à ce moment de l'histoire, écrivent de la musique, j'allais dire, alignée sur une idée esthétique, c'est une histoire incroyable. Et pour obtenir ce résultat, tous les moyens sont bons. Tout particulièrement celui de la terreur. Je pleure en disant tailler. Qu'est-ce qui vous prend? Vous le faites exprès de saboter cette chanson? Snob de russe que vous êtes? Que pouvons-nous écouter d'autre? Staline, pour un temps, impose sa loi. Symphonie pour piano numéro 4. Ça devrait déjà être un peu mieux. Pourquoi ne pas laisser à César ce qui est à César et à nous quelque chose pour créer un peu de liberté qui serait comme un secret entre nous? Je n'aime pas les secrets. Vous ferez ce qu'on vous dira. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est au théâtre Sylvia Montfort, Staline Mélodie. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle que vers 19h30 à Paris, porte de Clignancourt, une canalisation de chauffage urbain a explosé. Il y aurait 4 morts et 8 blessés, de grosses volutes de vapeur, une chaleur rayonnante très importante, très nombreux déploiements de sapeurs-pompiers pour tenter de retrouver éventuellement d'autres personnes qui auraient pu être ensevelies par l'explosion de cette canalisation de chauffage urbain, porte de Clignancourt à Paris. C'était vers 19h30 ce soir, donc 4 morts et 8 blessés. Et puis tous nos voeux à Valentin, premier bébé né après une sélection génétique, c'est l'application en France du diagnostic préimplantatoire, avec notamment l'argent du Téléthon. 4 milliards de francs d'ici 2004, c'est le choix du ministre Jack Lang pour appliquer un plan pluriannuel prévoyant entre autres 185 000 recrutements d'enseignants. La météo, c'est avec Isabelle Martinet dans quelques instants. Après Jean-Luc Delarue, à 0h40, Jean-Claude Renaud pour le dernier journal de la rédaction. Ce journal qui sera suivi d'un résumé de la journée de tennis à Bercy avec Jean-Paul Lotte et Michel Drey. Demain, à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra M. Édouard Balladur. À 13h, vous retrouverez Gérard Rolls. À demain 20h. Bonsoir. Merci.